voulez présenter? Donc, ceux qui sont là sont pour le sujet sur les prolapsus. Donc, on va entamer cette deuxième mini-session. Et je vais laisser Aurélie Blogy faire une présentation sur la rééducation et les PCR. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis là pour vous parler de la complémentarité de la pose de PCR et de la rééducation. Je vous rappelle donc, on en a largement parlé, qu'il y a des nouvelles recommandations qui ont été émises par l'HAS. Et je tenais, parce je pense que ça va être l'ouverture qu'on va faire après, qu'on parlait vraiment donc des patientes qui étaient porteuses de prolapsus et qui étaient symptomatiques et qu'on excluait vraiment toute la partie prévention primaire, voire secondaire, et que effectivement il y a certainement beaucoup de travail à faire là-dessus et que c'est peut-être aussi notre rôle de rééducateur d'aller sur ce versant-là. Donc globalement, qu'est-ce qui est ressorti de ces recommandations? C'est que la pose de PCR, donc elle est indiquée à visée thérapeutique en première intention. Donc quel que soit l'âge, quel que soit le stade du prolapsus, puisqu'avant, pendant très longtemps, on disait les PCR c'est pour les femmes âgées, c'est quand il y a ou alors c'est quand il y a des très gros prolapsus. Et en fait, pas du tout. Il y a des intérêts différents à poser un PCR, quel que soit l'âge et quel que soit l'avancée et le stade. À partir du moment où la patiente est bien avec, à partir du moment où ça la soulage, où ça vous permet de travailler, il y a un intérêt à proposer cette prise en charge, c'est ce qu'on va voir. Et effectivement, après, il y a toutes les choses qui en découlent, qui ont été présentées un petit peu plus tôt. Et puis, au niveau de la prise en charge rééducative, on voit que c'est également le traitement de première intention. Donc, on a 2 traitements de première intention, en fait. C'est ça le bilan, et un traitement de seconde intention qui va être la chirurgie. Donc, le traitement de première intention, c'est bien spécifié d'entrée de jeu qu'il peut être associé donc à la pose du PCR. Donc bien sûr, on reprend que le protocole thérapeutique de rééducation, il doit être adapté individuellement, et ça, on ne cesse de le dire, on rééduque une patiente, on ne rééduque pas une pathologie. Et tout ce qu'on va voir et toutes les choses que vous allez voir là pendant ces 3 interventions vont vraiment dans ce sens-là. C'est l'adaptation à la patiente, c'est l'adaptation à ses besoins, à ses gènes et à ses défauts et toutes ces corrections, toute cette éducation. Et c'est certainement la chose qui est la plus importante. Et c'est ce qu'on gagne aussi avec l'expérience. Mais voilà, on fait peut-être des erreurs, on apprend. Mais l'important, c'est vraiment toujours de garder ça en tête. Vous avez une boîte à outils, vous avez une patiente, vous avez fait un bilan. Sylvie a fait un magnifique topo sur le bilan. Et avec tout ça, c'est vous qui construisez votre rééducation et c'est vous qui allez la réévaluer régulièrement. Je veux dire, si vous n'avez pas de résultat, on va se poser des questions. S'il y a un nouveau symptôme qui apparaît, on va se poser des questions. Et on n'est pas figé, on n'a pas son programme qui est tout fait. Première séance, je fais ça. Deuxième séance, je fais ça. Troisième séance, je fais ça. C'est à chaque séance qu'on réévalue avec la patiente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? Est-ce que vous avez senti des différences? Est-ce que vous avez remarqué des nouvelles choses? Parce que c'est pareil, même au niveau du moment du bilan, vous allez poser des questions. La patiente va vous dire « Oh, je sais pas ». Et puis quand elle va revenir la fois d'après, elle va dire « Au fait, j'ai regardé comment je fais pipi. C'est vrai que des fois, je suis obligée de pousser ». Voilà, et donc du coup, ça va rajouter peut-être une question que vous n'aviez pas prévue à la base de faire spécifiquement. Donc voilà, donc c'est tout ça qui est intéressant et qui est important. Et voilà, moi je voulais vraiment insister sur cette complémentarité. Alors déjà, je voulais reprendre un petit questionnement, c'est que souvent on nous parle du cube. Moi, pendant des années, j'ai posé des cubes, effectivement, aux patientes. Ça fait... en 2012, j'avais fait une première intervention sur le PCR cube en congrès, donc ça fait un moment que je pose des PCR. Et à l'époque, on avait énormément de cubes. Par contre, mais sachez que dans le monde, en fait, c'est très franco-français le cube. Dans le monde, le plus prescrit, c'est l'anneau. L'anneau, c'est vraiment le PCR de première intention. Et le cube, il a un rôle assez marginal. Mais c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup le cube parce qu'on en a eu beaucoup. Et donc, on va voir que chacun a un intérêt et que c'est au thérapeute qui le propose et c'est à la patiente d'essayer, de voir aussi avec quel type de PCR elle se sent le mieux. Donc, comme je vous disais, là, c'est en train de changer. Donc, on met de moins en moins de cubes, on met de plus en plus d'autres types de PCR parce qu'on a aussi beaucoup de nouveaux modèles qui émergent. Donc, je vais vous mettre on va dire les 5 plus fréquents. Et puis, je vais vous en montrer d'autres que j'ai été amenée à utiliser. Moi, j'ai eu cette chance d'être formée par Odile Cotel. Je pense que beaucoup la connaissent il y a des années. Et Odile, elle me disait, quand tu n'y arrives pas, t'inventes.
Tu fais des mix, t'en mets 2 l'un sur l'autre. Voilà, si on peut pas opérer, s'il faut soulager la patiente, eh ben t'essayes. Donc voilà, et depuis, il y a plein de choses qui arrivent, et donc il ne faut pas hésiter à, de temps en temps, essayer des modèles voilà, que vous n'avez pas l'habitude parce que les autres ne fonctionnent pas. Donc on va avoir une augmentation des prescriptions de PCR par les recommandations déjà dans un premier temps, et puis ensuite parce qu'on a un vieillissement de la population et qu'on sait très bien que le prolapsus est également une pathologie de la patiente vieillissante. Donc de toute façon, c'est inéluctable, on va avoir de plus en plus de prolapsus symptomatiques dans la population générale et on va avoir de plus en plus à les prendre en charge. C'est pour ça que, effectivement, cette fameuse question de la prévention, à un moment, va devoir se poser. Le problème qui reste actuellement, alors qui devrait quand même se résoudre, mais ça peut être très long, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de remboursement. Il y a eu un remboursement, une prise en charge qui permettait à certaines mutuelles, même s'il était très faible, à l'époque, je crois que c'était 10,64 €, si je me souviens, et maintenant, c'est vrai qu'il est très faible, c'était très faible, mais la plupart des mutuelles, du coup, prenaient le reste à charge, même lorsqu'elles n'étaient pas très bonnes. Là, le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus du tout de remboursement par la CPAM, et donc, du coup, il n'y a plus de remboursement. Alors, depuis les recommandations, je vous avoue que moi, je fais des factures aux patients, je dis aux patients d'envoyer les factures, et ça m'arrive de faire sur l'ordonnance, d'expliquer pourquoi on le pose, et éventuellement d'essayer de faire un petit argumentaire pour expliquer aussi à la mutuelle que quelque part, ça va peut-être être moins de séances de rééducation, et qu'ils ont peut-être tout intérêt, moins d'arrêt de travail parce que la patiente, ça la gêne dans son activité de tous les jours, de travail, de choses comme ça. Et il y en a de plus en plus qui prennent en charge. Il y a toujours des enveloppes où on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Dans vos mutuelles, vous avez toujours des enveloppes, appareillage, médecine parallèle, et des fois, du coup, ils peuvent prendre dans ces enveloppes-là. Donc, ça, en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Qui ne tentent rien à rien, et je pense que plus ils auront de demandes, et plus ça va les pousser aussi à réévaluer la question. Donc, quels sont les PCR qui sont les plus, on va dire, les plus faciles et ceux qu'on va mettre souvent en premier, en tout cas qu'on va essayer en premier? En première attention, je parle bien sûr de patientes qu'on voit en rééducation. Je ne parle pas de la patiente de 90 ans avec son stade 3 qui sort, qui ne peut pas se faire opérer, où là, c'est pas forcément, et encore c'est pas vrai, parce que j'en pose aussi, c'est pas forcément cela qu'on va poser. Mais en général, dans nos populations, le PCR de première intention, c'est les PCR anneaux. Alors, il y a l'anneau simple, anneau avec membrane, ça c'est plutôt lorsqu'on a des grandes tailles, c'est vrai que parfois il pourrait y avoir un risque d'incarcération, donc il y a des modèles où il y a une membrane qui permet d'éviter cette incarcération, mais parfois chez les femmes qui ont une muqueuse un peu fragile, du coup ça fait des frottements, donc ça s'essaye. Il faut essayer les deux parce qu'elles ne sont pas toujours plus à l'aise avec la membrane, et puis des fois le fait que ça descende un petit peu dedans, si elle l'enlève régulièrement, ça peut l'aider. Par exemple, Sylvie en a parlé, en cas d'avulsion, parfois c'est ça qui fait qu'il tient un petit peu mieux justement, parce qu'il n'y a pas la membrane. Donc il faut vraiment essayer. Et puis lorsque ça s'accompagne d'une hypermobilité urétrale importante ou d'une insuffisance sphinctérienne avec des incontinences à l'effort qui sont invalidantes, on a le DISH. Donc c'est un anneau, mais sur lequel il y a un petit bouton qu'on va placer sous qui va se placer derrière la symphyse pubienne réellement, et qui va venir faire un petit soutien à l'image de la bandelette sous-urétrale. D'ailleurs, ça peut être un facteur, ça peut être aussi un test pour voir si la bandelette sous-urétrale va fonctionner. Ça peut permettre à des patientes de passer le cap des fois quand elles ont des doutes, de tenir le temps qu'elles se décident. Le PCR, ça peut avoir plein de fonctions différentes. C'est à la patiente de se l'approprier, et vous êtes là pour l'aider en fait. Nous, on est là pour l'aider. Donc pourquoi c'est le PCR de première intention? Parce qu'il est assez facile à positionner. Il se place derrière dans le cul-de-sac postérieur, et il se met après devant sur la symphyse pubienne. Donc il est assez simple. C'est un peu comme un diaphragme. Moi, j'aime bien des fois quand je leur montre, elles me disent « Oh là là, c'est gros !» Je leur dis « Mais regardez, un diaphragme contraceptif, ça fait, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. » Donc en fait, il ne faut pas hésiter à leur faire manier, à leur donner, à ce qu'elles le touchent, parce qu'on a toujours l'impression que si on met un truc qui est très gros dans le vagin, c'est parce qu'on est complètement distendu. Mais pas du tout, en fait. Un vagin, c'est heureusement qu'on peut mettre des choses qui sont pas toujours que petites dedans. Donc sinon, ce ne serait pas très sympa quand même. Mais inversement, elles mettent des cups. Alors qu'une cup, ça prend quand même beaucoup de volume aussi. Donc c'est assez drôle. Donc
L'avantage de celui-là, elles peuvent le garder plusieurs jours, on peut avoir des rapports, on peut avoir une activité sexuelle avec. Il est facile à introduire parce qu'il se plie et donc il a une petite surface pour entrer quand on a des introitus qui sont un peu serrés. Voilà, c'est vraiment celui qui est le plus simple à utiliser pour la patiente. Et puis après, on a un deuxième type de PCR avec un autre type de fonctionnement, c'est les PCR avec un effet de comblement. Parce que effectivement, le soutien, je vous ai dit, ça va entre le cul-de-sac postérieur et la symphyse pubienne. C'est vrai que des fois, dans le cas où il y a de grosses avulsions, dans le cas où il y a une énorme hypotonie et un hiatus des releveurs qui est très important, c'est vrai que des fois, il va avoir un petit peu de mal à tenir. Alors c'est parfois où là vous verrez que au début il tient pas et puis que vous faites un peu de rééducation puis qu'après il tient, c'est pour ça que c'est complémentaire, des fois on est là aussi pour préparer ça. Et dans les PCR à effet de complément, donc c'est vrai qu'on les réserve plutôt lorsqu'il y a des grosses béances ou lorsqu'il y a des grosses hypotonies, perte de tonus ou descente périnéale, on va retrouver essentiellement les donuts, sachant que le donut permet quand même c'est quand même plus compliqué d'être autonome avec un donut parce qu'il est quand même plus difficile à mettre et enlever parce qu'il a une capacité de se réduire qui est quand même difficile, qui demande de la force. Et souvent, quand on met des donuts chez des patientes qui sont un petit peu âgées et que parfois, justement, elles ont aussi une perte de force dans les mains. Donc, c'est vrai que ça peut être un frein, finalement, le donut. Alors, une des techniques qu'on utilise parfois, c'est de mettre 2 anneaux. Ça peut remplacer le donut, c'est plus facile à mettre et ça donne quand même une surface plus importante et plus de soutien. Donc, comme je vous disais, il faut essayer. Des fois, il y a des choses qui peuvent fonctionner. Et puis après, on retrouve le fameux cube et le Ginen cube, donc le pyramide, voilà, qui sont quand même ceux qu'on rencontre souvent. La problématique du cube, le cube fonctionne très bien chez les femmes, par exemple les jeunes femmes. Moi, celles qui aiment bien, c'est les femmes jeunes qui sont sportives et qui mettent des cups, parce que c'est vraiment le même fonctionnement. On va mettre les doigts, on va le pincer, on va le sortir. Parce qu'attention à l'erreur fatale, souvent elles se disent que ça va être plus simple à retirer parce que je vais tirer sur la corde. Sauf qu'en fait, il ne faut surtout pas tirer sur la ficelle puisqu'il est ventousé. Donc il faut vraiment, le principe c'est vraiment de le déventouser en le pinçant pour pouvoir le tirer. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de leur faire essayer parce que c'est à vous de leur apprendre, et ça c'est le rôle vraiment important de leur apprendre à le retirer, à l'enlever. Voilà, donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes utilisations et sur les mêmes pathologies. Et puis, le cube, par son effet ventouse, fait qu'effectivement, il va bien tenir, mais que si on a une muqueuse qui est un petit peu fragile, cet effet de succion va parfois un petit peu irriter. Les arêtes vont parfois créer des petites zones d'inconfort. Donc, ça peut être un très bon outil, mais il faut vraiment apprendre à la patiente à être autonome avec, parce que je vous rappelle que celui-là, il doit être mis le matin, retiré le soir. Il n'a pas vocation à être en place plus de 24 heures, entre autres justement pour protéger cette muqueuse. Et puis, comme je vous le disais, il y a plein d'autres modèles. Alors, vous voyez, par exemple, un que j'utilise, j'essaye là depuis quelques temps pas mal, c'est le double cube, qui est beaucoup plus facile à enlever parce qu'ils se ventousent beaucoup moins. Mais il fonctionne très bien sur les rectocèles, justement. Parce que comme il a cet effet de comblement qui est en longueur, et c'est vrai qu'il y a des patientes, et moi j'ai des patientes qui ne le mettent que pour aller à la selle, pour déjà se déshabituer, de mettre leurs doigts, d'avoir des manœuvres, parce que quand on fait ça depuis des années, mine de rien, quand ça ne va pas assez vite, on a beau apprendre à relaxer, on a tendance à y retourner parce qu'on est pressé, parce qu'on a des habitudes, et finalement il marche pas mal. Et mieux que c'est plus simple que de mettre 2 cubes, voilà, parce que du coup ça ventouserait beaucoup, là ça ventouse moins, c'est assez facile. On a le petit Gaylorn, je ne sais pas si je peux montrer, c'est l'espèce de petite tétine qui lui est un mix, c'est à la fois un soutènement avec un petit effet de comblement. Et c'est une espèce de petite coupole, on a une petite tige, donc il est plus facile à retirer parce que l'effet ventouse, on va le tourner. Et des fois sur des gros prolapsus, il est pas mal et il est moins gros qu'un donut. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut essayer. Vous avez les petits ponts aussi, il y a certaines patientes. Moi, je l'aime moins parce qu'on peut bien le fermer pour l'installer, mais à l'intérieur, c'est difficile de le repositionner. Donc, c'est moins avec lequel je suis à l'aise. Mais bon, après, voilà, quand j'en trouve pas qui conviennent, j'essaye d'autres choses. Donc, c'est ça l'important. Et il faut quand même savoir que les études montrent que dans 71 à 90% des cas, on arrive à trouver un PCR qui est adapté à la patiente. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que soit elle a besoin d'un peu de rééducation,
soit elle a encore, enfin c'est souvent qu'elle a un besoin d'un peu de rééducation, et puis effectivement, il y a des femmes chez qui on essaye, et puis quand ça fonctionne pas, et ben voilà, on leur dit, vous vouliez pas, peut-être pas vous faire opérer, mais voilà, là malheureusement, puisque vous vouliez pas, il n'y a pas le choix, ça peut être aussi un moment de préparation. Donc la rééducation pelvipérinéale, son objectif principal, là, vous vous souvenez, c'est multipodal. Donc il y a toute la notion d'éducation, c'est ce que va vous faire Martine après. Il y a tout cet effet de globalisation, donc de coactivation des muscles transverses et abdominaux, de travail sur la posture et sur l'intégration cognitive. Benoît va beaucoup vous en parler aussi. Donc moi, je vais me recentrer un tout petit peu sur cette fameuse notion de renforcement musculaire, pur et dur. Donc la contraction contre résistance, le biofeedback, l'électrostimulation, tout ça, c'est ce qu'on entend. Et effectivement, finalement, c'est une part importante. C'est une part, j'allais dire, de travail finalement qualitatif. Mais quand on entend renforcement, on imagine toujours que c'est quelque chose, au contraire, de quantitatif. Mais cette rééducation des muscles du plancher pelvien, spécifique, on va dire locale, elle est plus qualitative. Elle doit vraiment être qualitative. C'est s'assurer que les muscles sont en bonne position pour travailler, qu'ils ont une amplitude suffisante, qu'ils ont une endurance suffisante, qu'ils ont un tonus qui est de bonne qualité. Et on est là pour les rééquilibrer et qu'on a un contrôle et une perception via le biofeedback qui n'est pas erroné. C'est-à-dire que quand je pense relâcher, je vois que je relâche. Et parce que vous avez beaucoup de femmes, vous savez que vous dites, mais je relâche là. Et vous sentez qu'elles sont toujours contractées. Donc c'est vraiment ce rôle-là de travailler sur la qualité, la perception. Et après ça, cette contraction-là, on va l'amener dans la vie de tous les jours, on va l'amener dans le fonctionnel, on va l'amener dans la globalisation. Et on va l'amener dans l'automatisation. Parce que le but, il est là. Le but, c'est pas que votre patiente, à chaque fois qu'elle tousse, elle soit obligée de serrer son périnée. Le but, c'est que sauf quand elle a très envie de faire pipi, mais j'allais dire ça comme tout le monde, ça nous est tout arrivé un jour, d'avoir la vessie au bord de l'explosion, de se retrouver à éternuer, et là, oui, on est obligé de contracter volontairement. Mais normalement, quand votre vessie, elle a un taux de remplissage normal et qu'elle va bien, la plupart du temps, vous n'êtes pas en train de réfléchir à contracter votre périnée volontairement. Et c'est ça, en fait, le but. Donc, qu'est-ce qui est remarqué dans les études, dans la modification de la musculature chez les femmes qui ont un prolapsus? Une diminution de la force. On a remarqué que la gravité du prolapsus augmentait avec l'augmentation du dysfonctionnement. Et là, vous voyez, on n'est plus dans la force, on est dans le dysfonctionnement, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Parce que le problème, c'est que parfois, c'est pas... parce que là, on va parler des asymétries, c'est qu'on n'a pas d'études pour montrer que. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas parce c'est que les sujets n'ont pas été étudiés. Et donc, du coup, on ne peut pas faire de recommandations dessus parce qu'on n'a pas de littérature. Mais dans la pratique quotidienne, on se rend compte qu'il y a quand même des éléments qu'on retrouve régulièrement. Et qu'est-ce qu'on retrouve régulièrement? Moi, c'est ce que je vous mets, c'est les asymétries musculaires, c'est les présences d'avulsions, c'est les troubles posturaux, c'est les déséquilibres de la musculature avec un plan profond, un releveur de l'anus qui est complètement atone, avec une très mauvaise contraction, et un plan superficiel qui est hypertonique, rigide, parce qu'en fait c'est lui qui prend toute la pression de ce prolapsus qui appuie. Et tant que vous n'aurez pas libéré, redonné de la mobilité à ce plan superficiel, votre plan profond, il ne travaillera pas. Et pourquoi il ne travaillera pas? Parce qu'il est écrasé aussi par ce prolapsus, il est écrasé par ces pressions abdominales. Et c'est ça qui va effectivement nous embêter et qui fait que des fois, oui, vous pouvez faire 30 séances chez une femme qui est comme ça. Vous pouvez faire 30 séances de stimulation, vous pouvez faire 30 séances de... Ça ne marchera pas. Parce que le problème, c'est la qualité de la contraction, c'est pas la force. Donc, quand on parle d'exercice de renforcement musculaire, finalement, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre une récupération d'une musculature qui est fonctionnelle, effectivement une augmentation de la force si besoin, une amélioration de la contraction des muscles du plancher pelvien, mais qui va répondre à l'augmentation de la pression abdominale. Quand je suis en train de vous parler, ma pression abdominale, elle augmente, puisque mon diaphragme, il monte et il descend. Vous croyez que mon périnée est tiré à fond tout le temps? Non, il s'adapte. Il va s'adapter en fonction de la pression que mon diaphragme va mettre dessus. Donc, ce qu'on doit récupérer au terme de la rééducation, c'est cette adaptation-là.
Si on passe notre temps à dire à la patiente, à chaque fois que vous faites un effort, vous serrez à fond. À chaque fois que vous courez, vous serrez à fond. À chaque fois, alors vous allez m'épuiser le muscle, vous allez le mettre en hyperactivation, au bout du compte, il ne va plus du tout fonctionner. Et en plus, vous ne la remettrez jamais en automatisation, puisque ce n'est pas la physiologie. La physiologie, ce n'est pas d'être serré à fond à chaque fois qu'on fait un effort. C'est d'être serré à fond quand on a une pression maximum. C'est peut-être éventuellement quand j'éternue, et encore si je ne suis pas bien posturée, parce que quand on éternue bien, avec une bonne posture, avec des bons abdominaux, il n'y a pas forcément tant de pression que ça. D'ailleurs, vous savez quand même que quand on dit aux jeunes accouchés, vous vous souvenez quand même qu'on leur dit « faites pas de crunch, faites pas de trucs, c'est horrible ». Un des exercices qui fait le plus de pression sur le périnée chez ces jeunes femmes-là, c'est de se relever d'une chaise. Et je ne vous parle même pas quand elles prennent en plus le bébé du transat. Et ça, elles le font 50 fois dans la journée. Et encore, je suis gentille. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on revisite aussi un peu tous les discours qu'on a eus pendant longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans ce renforcement? On sait que quand on fait des exercices et quand on mobilise ce plancher pelvien, en fonction du type de travail, on va avoir une augmentation du volume. Quand on fait du travail rapide, contre résistance, c'est comme n'importe quel autre muscle, on va créer du volume. Et des fois, quand on a un hiatus important des élévateurs de l'anus, il faut créer aussi un petit peu de volume et un petit peu de force. On va avoir une élévation du plateau lévatorien et donc cette diminution de la taille du hiatus. Donc, chez les patientes qui ont un prolapsus, il faut qu'elles le sachent, ce travail, il va être long. Il va être long parce qu'il faut réhabiliter toute une zone qui fonctionne mal et qui fonctionne mal à différents égards et avec une modification, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il va vous en parler Benoît, avec une modification aussi cognitive de la perception des réponses et que c'est ça qu'il va falloir reprogrammer. Donc ce n'est pas forcément la patiente que vous allez voir 2 fois par semaine pendant 2 mois. C'est peut-être celle que vous allez plutôt voir oui, au début, 1 à 2 fois par semaine, puis 1 fois tous les 15 jours, puis 1 fois tous les mois, parce que vous allez la surveiller, vous n'allez pas la lâcher, et que ce qui va être très important chez elle, c'est son travail à la maison. Mais quand je dis travail à la maison, oui, c'est le programme que vous allez lui faire spécifique pour ses muscles du plancher pelvien, mais c'est essentiellement tout ce qu'elle va faire d'aménagement de sa vie de tous les jours pour que sa posture s'ancre, pour que ses gestes ne deviennent plus délétères, et pour que tout ce qui a provoqué ce prolapsus disparaisse et fasse en sorte que ça ne se reproduise plus, ou le moins possible. Et du coup, il n'y a pas de protocole spécifique. Je reviens toujours à ça. Il faut vraiment adapter à la patiente, à ses dysfonctions. Donc, il y a des patientes chez qui vous allez travailler la force, d'autres la rapidité, d'autres de l'endurance, d'autres de l'amplitude, d'autres sur qui vous allez insister sur le tonus. Ça, c'est vraiment à vous. Et à chaque fois, vous allez réévaluer votre patiente. Donc, le but, c'était quoi? C'était de vous montrer que les 2 traitements, ils sont complémentaires. C'est pour ça que c'est 2 traitements de première intention. C'est 2 traitements qui vont ensemble. Le PCR, en fonction des modèles qu'on va choisir, il va avoir un effet sur la posture. Pourquoi? Vos ligaments. Alors, j'aime beaucoup cette image de la petite fille parce que, je ne sais pas si vous connaissez cette attraction, on est sur un trampoline et on est avec des harnais. On en voit de plus en plus. Et la première fois que mes enfants sont allés faire ça, j'ai fait... Mais c'est super, je vais mettre ça dans mes cours pour expliquer la biomécanique à mes stagiaires de ça, c'est l'utérus, il a les harnais, c'est les ligaments, et en dessous, il a le trampoline, c'est le plancher pelvien. Et en fait, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le PCR, il travaille comme les harnais, et votre plancher pelvien, il travaille comme le trampoline. Et là, il y a un moment, quand vous prenez votre patiente en charge, le trampoline, la toile, elle n'est pas assez tendue, les harnais, ils sont trop longs, donc la patiente, elle est tout en bas, elle peut appuyer autant qu'elle veut, elle ne remontera pas. Par contre, si vous soulagez un petit peu en haut, ça vous permet d'aller retendre la toile du trampoline, et puis petit à petit, de remettre un petit peu en tension, et puis entre-temps, si on est en postpartum et qu'on est en phase de cicatrisation, avec un peu de chance, les ligaments, à l'image du ligament latéral du genou ou d'un autre ligament, peut-être qu'il va cicatriser dans une position un petit peu plus courte et qu'on va être moins distendu, mais surtout, il va éviter de continuer à se distendre parce que la pesanteur, il ne faut pas se leurrer, dans ces cas-là, elle joue contre nous, même avec la meilleure posture du monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours voir les 2 versants. C'est-à-dire, il y a le soutien en dessous et il y a la suspension en haut. Et chacun a son rôle et chacun travaille sur quelque chose de différent. Donc, ça permet, du coup, comme vous l'avez compris,
un meilleur travail, mais surtout de soulager ces muscles du plancher pelvien, parfois le temps de pouvoir les remettre en bonne position. On va avoir une meilleure gestion des pressions thoraco-abdominopelviennes, parce que quand votre vessie est en bas, votre transverse ou votre utérus est en bas et qu'il y a tout qui tire et que votre promontoire sacré il est tiré vers l'avant, vos abdominaux ils ne travaillent pas très bien, surtout pas votre transverse. Donc du coup, ça peut vous aider à reprendre conscience, à faire en sorte que la patiente elle reprenne conscience et elle arrive à réactiver ces muscles-là. Et en fonction des modèles, si vraiment au début c'est trop compliqué, vous pouvez garder le PCR pendant la séance. Ça peut arriver, si elle n'est pas bien, si elle est fatiguée. Moi j'ai des patientes et j'aime beaucoup faire ça. C'est des fois, vous avez fait des biofeedbacks et puis elles disent « Ok, je veux bien essayer le PCR », vous ne les voyez pas pendant une semaine, vous refaites un biofeedback et vous voyez que la contraction, alors sans garder le PCR, vous voyez que la contraction elle s'est améliorée. Et puis des fois, vous faites travailler la patiente, vous l'évaluez au biofeedback. Alors je dis pourquoi au biofeedback? Parce que vous le sentez avec vos mains, mais elle ne le voit pas. Ce qui est important, c'est qu'elle le voit, qu'elle visualise. Et elle visualise entre autres que ses muscles travaillent mieux parfois. Et vous mettez un PCR. Si ce n'est pas un comblement, vous remettez éventuellement votre sonde de biofeedback, vous lui refaites faire l'exercice, elle va vous dire « Oh là là, mais c'est beaucoup plus facile !» Oui, c'est beaucoup plus facile, vous n'avez pas tout le poids à soulever en même temps. De nouveau, vous arrivez mieux, vous avez une autre perception. Donc voilà, donc il y a un vrai intérêt à mixer les deux. Quand est-ce qu'on les associe? On les associe quand la patiente est vraiment très handicapée et qu'il faut vraiment la soulager aussi tout de suite, parce que le PCR, c'est un effet miracle. Si la patiente, elle est gênée, elle a l'utérus qui la gêne, elle a la boule, des pesanteurs, des urgenturies, vous lui mettez le PCR, elle ressort, ça y est, elle est comme avant. Donc ça a cet intérêt-là, déjà. Et puis vous, ça vous permet du coup de la remettre dans une dynamique on va faire une rééducation, vous allez voir, ça va aller mieux. Quand le prolapsus a un stade important et que du coup, toute la journée, parce que vous pouvez lui faire 20 minutes, elle peut faire une demi-heure d'exercice chez elle. Si pendant tout le reste de la journée, elle a sa vessie qui est à moitié tout le temps pleine, parce qu'en plus elle la vide pas bien, qui pousse sur ses muscles, le travail qu'elle fait, il va quand même pas être très très prolifique plutôt. Prolifique, ouais, c'est mieux. Donc voilà, ça va permettre, quand il y a des gros troubles du tonus, des grosses hypotonies, c'est pareil, des fois ça peut aider un petit peu. Et puis, quand on a des facteurs de risque importants autour et que pour l'instant on n'a pas pu travailler dessus, donc on va voir l'obésité, un certain nombre de choses, la poussée défécatoire, des fois c'est intéressant effectivement d'essayer ça pour protéger en attendant. Donc, quand il accompagne la rééducation pelvipérinéale, le PCR, il peut être proposé en continu chez certaines femmes, il peut être proposé de façon transitoire, donc le temps de récupérer la fonctionnalité des muscles, ou en postpartum pour protéger. Voilà, moi je pense à mes patientes, moi j'ai beaucoup de patientes avec des jumeaux. Je suis désolée, une patiente qui vient d'accoucher avec des jumeaux, on peut lui dire de ne pas porter, il y a un moment elle n'a pas le choix, elle porte. Donc la pauvre, elle fait ce qu'elle peut. Lors des activités, donc parfois c'est lors de certaines activités uniquement. Je veux reprendre le sport. Pareil, moi j'ai des sportifs de haut niveau, des femmes qui ont fait du sport intensif jusqu'à 7 mois, 8 mois de grossesse. On leur dit qu'il faut que vous attendiez 4 mois pour reprendre. Non, en fait, elles ont besoin, surtout quand en plus elles sont pros, elles ont besoin de reprendre vite. Et des fois, on sent qu'il y a une petite hypermobilité, qu'elles ne sont pas à l'aise. On peut les aider avec ça. Et puis, il y a des femmes qui sont gênées qu'à certains moments des cycles, au moment des règles, au moment de l'ovulation, ça peut être aussi un moment. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est à vous d'en discuter avec votre patiente. C'est à elle de choisir et c'est à elle de décider. Chez la femme âgée, c'est intéressant, même sur des prolapsus qui sont peu symptomatiques, c'est intéressant en attente de chirurgie parce que cette action PCR rééducation va préparer le terrain, va enlever tous les facteurs de risque et va faire en sorte aussi que cette opération, derrière, elle va mieux fonctionner, elle va perdurer dans le temps. Donc on a tout intérêt, c'est un travail d'équipe. On n'est pas là pour éviter la chirurgie, on est là pour soulager la patiente et on est là pour, lorsqu'elle passera le cap, si elle choisit de le passer, elle soit dans les meilleures conditions possibles pour que ça fonctionne et que ses tissus soient dans les meilleures conditions possibles. En postpartum, moi j'insiste, je pose beaucoup de PCR en postpartum pour la reprise d'activité sportive parce que des fois elles ont besoin de se muscler aussi globalement, elles ont besoin de faire ce sport, elles ont besoin de se dépenser, de retrouver leurs sensations. Lorsqu'elles ont des ports de charge importants, donc les jumeaux, voilà, et puis quand elles sont très fatiguées, vous voyez tout, la patiente elle est fatiguée, puis d'un coup elle vous dit « Ah, j'ai un petit regain d'énergie », boum, comme par hasard le périnée est beaucoup mieux.
Donc il y a quand même cette imprégnation hormonale, de l'allaitement, enfin voilà, de plein de choses qui fait que des fois l'urgence ça peut être d'attendre. Et ça peut être un outil pour attendre. Chez la femme sportive, j'en ai parlé. Et puis, effectivement, n'oubliez pas les femmes pendant la grossesse. Les femmes qui avaient déjà un prolapsus pendant la grossesse ou qui commencent à se gêner, à être gênées. Une pollacurie, oui, c'est normal pendant la grossesse, mais pas au 2e mois. C'est en fin de grossesse. C'est-à-dire quand ça commence à les gêner trop vite et que le col il est un peu bas, des fois, ça mérite de se tenter. Voilà. Alors ça, voilà, ça se discute en fonction, quand moi kiné, ça se discute avec sage-femme, gynéco, voilà, en fonction, qu'est-ce que vous en pensez, et puis voilà. Donc, je pense que vous avez compris à peu près le sens de mon propos, et c'était surtout de tuer ça, là. Les fausses croyances qu'on se balade depuis X années de la femme, quand elle met un PCR, ses muscles du plancher pelvien, ils ne travaillent plus. Ça me fait penser un peu vous savez, à la gaine de maintien des abdominaux sur les diastasis énormes, complètement distendus. Ah non, ils ne travaillent plus. Non, mais on ne parle pas d'un truc rigide, on ne parle pas du corset, hein. Je parle juste d'un maintien. Là, c'est pareil, je te parle juste d'un soutien ou voilà, pour que les muscles ils travaillent. En fait, il suffit d'examiner la patiente avec et sans et on le voit qu'il travaille, en fait. C'est pour ça que le biofeedback, c'est bien. Ouais, mais alors la patiente, quand on lui met un PCR, franchement, elle fait plus attention à ce qu'on lui a dit. Hein. Elle remet à pousser, elle fait n'importe quoi. Ah là, c'est vous qui avez mal fait votre job, hein, si ça arrive. Hein. Je veux dire, parce que moi, je connais quand même pas une patiente qui se dit maintenant que j'ai un truc dans le vagin, franchement, je peux refaire tout ce que je veux, je vais le garder toute ma vie. Elles ont quand même tout espoir à un moment ou à un autre de l'enlever. Donc, en général, elles font attention quand même. Hein. Ah oui, ah non, il ne faut pas, parce que son vagin, il va s'élargir, et puis là, on va commencer avec une taille 3, puis dans 2 mois, on va mettre une taille 4, puis après, on va mettre une taille 5. Alors moi, je vais vous dire un truc, quand je change de PCR, c'est toujours pour prendre plus petit, hein. Surtout chez les patientes âgées, en plus. Et j'ai plein de patientes chez qui on démarre par des comblements parce qu'il y a une hypotonie postpartum, et qui finissent avec un petit anneau ou un petit dish juste quand elles courent. Donc, il faut arrêter de penser que ça va élargir le vagin. Je dirais, elles mettent des cups à 17 ans, elles mettent des trucs comme ça, ça leur élargit pas le vagin. Donc pourquoi un PCR, ça va leur élargir le vagin? Je comprends pas. Voilà, et elles devraient mettre les tailles de plus en plus grandes. Donc il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, c'est quand même les plus classiques, que j'entends malheureusement très souvent ou trop souvent. Donc voilà, donc c'était là-dessus que je voulais vous alerter. Et donc voilà, donc conclusion, faut vraiment, l'un n'empêche pas l'autre, c'est vraiment 2 traitements qui ont tout intérêt à être synergiques et à se mettre ensemble. Ils se potentialisent. Je suis désolée, le NT, je devais être fatiguée ce matin, je l'ai oublié, de se potentialise. Je déteste faire des fautes, donc c'est pour ça que ça m'énerve. Et on a quand même un énorme rôle il faut vraiment qu'on se forme à ces choses-là. Voilà, c'est vraiment nous les thérapeutes, qui avons un rôle fondamental pour accompagner la patiente dans ces étapes, pour la suivre à différents moments. Et franchement, on a un grand travail à faire. Et puis le prochain, parce que là, on a quand même fait un énorme pas. Voilà, le prochain truc, ça va vraiment être la prévention. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut éviter que ça s'aggrave chez des patientes qui ne sont pas encore forcément symptomatiques, mais chez qui nous, on le voit? Qu'est-ce qu'on en fait de ces patientes-là? Voilà. Merci pour votre attention. Donc on va là changer complètement de sujet puisqu'on va parler de mesures hygiéno-diététiques et de thérapie cognitivo-comportementale. Donc quand on est rééducateur, c'est quelque chose qui fait partie de notre prise en charge. On ne peut pas prendre en charge si on n'éduque pas nos patientes. Quand on explique un exercice, on éduque notre patiente. En fait, on va lui changer effectivement sa façon de faire, sa façon de penser, son comportement. Et donc, on fait déjà de la thérapie cognitivo-comportementale. Et on va voir un petit peu comment on peut élargir cette prise en charge. Et je pense qu'il faut vraiment commencer à vraiment s'approprier cette prise en charge. Alors, on le voit depuis ce matin, c'est vrai que le prolapsus des organes pelviens, c'est une entité qui est complexe. Il a des composantes, des origines, des étiologies qui sont multifactorielles et il y a associé aussi en fait, à des conditions prédisposantes. Depuis longtemps, du fait de la position de ces muscles du plancher pelvien,
Ils ont un rôle tout à fait naturel, effectivement, du soutien passif et actif des organes du petit bassin. Et longtemps, en fait, les études se sont attardées à développer cette technique de renforcement musculaire. Et on a recherché à améliorer le tonus de base, on a cherché à diminuer le hiatus urogénital, on a cherché effectivement à travailler la contraction anticipatrice de ce muscle. Et comme vient de le dire Aurélie, le fait de toujours demander à contracter à nos patientes, on risque effectivement de leur donner des tonus de base beaucoup plus augmentés et donc un problème de relâchement dans ces cas-là. Et donc le rôle qui était attribué à cette force musculaire, des dernières études ont démontré qu'en fait, ces muscles vont s'adapter parce qu'ils ont un rôle stabilisateur local et global, surtout quand ils travaillent en alternance avec des muscles centraux comme le diaphragme, le transverse, le multifide, certains paravertébraux lombaires, mais aussi avec des muscles mobilisateurs et stabilisateurs du petit bassin, comme le périforme, l'obturateur interne ou de l'abdomen avec les obliques. Donc on voit qu'il y a un rôle qui se fait, qui va être beaucoup plus global, et donc on va aller plus loin que ces muscles du plancher pelvien. Et puis on l'a vu aussi depuis ce matin que l'altération posturale ou du mouvement, la façon dont on va exercer un mouvement sur ce plancher a une importance, et que souvent les patientes ont un comportement d'expression du mouvement qui est inadapté, et il va falloir rééduquer aussi ces patientes sur ces mouvements-là. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs, et il y a aussi d'autres facteurs qui sont surajoutés et qui peuvent être soit effectivement responsables de la genèse des prolapsus, soit responsables de la progression de ces prolapsus. Donc il y a déjà des conditions qui sont prédisposantes, il y a des antécédents de grossesse, on vient le voir, des antécédents d'accouchement voie basse qui ont été difficiles, où il persiste effectivement des avulsions musculaires ou des atrophies importantes musculaires. Il y a l'âge, il y a des facteurs génétiques et ratios, tout ça, ce n'est pas modifiable. Donc, effectivement, ça peut être des facteurs limitants de la rééducation, mais on va essayer d'apporter à la patiente des trucs et des astuces pour pouvoir gérer plus au mieux son prolapsus. Il existe aussi des comorbidités. Donc, dans la littérature, on retrouve essentiellement les maladies respiratoires, donc qui entraînent beaucoup de toux ou d'éternuement, la constipation, et on retrouve aussi le diabète sucré. Et puis, il y a des facteurs comportementaux qui sont liés essentiellement au mode de vie de la patiente. Et dans ces facteurs complémentaires, dans la littérature, on retrouve essentiellement la sédentarité, le poids, le surpoids ou l'obésité, les poussées défécatoires, l'activité physique et la toux. Alors, il y en a d'autres que l'on peut penser. Par exemple, on peut penser au tabac, mais souvent le tabac, en fait, est un facteur de risque qui va entraîner la toux. Et c'est surtout en ça qu'il est facteur de risque. Et donc, il est recommandé de rechercher tous ces facteurs de risque pour pouvoir effectivement les identifier et, dans la mesure, de proposer des modifications de ces facteurs qui peuvent être sujets à faire progresser ce prolapsus. Alors, l'objectif de cette prise en charge, déjà, cette prise en charge, elle est guidée par des recherches, comme on vient de le voir, larges. On doit rechercher les combinaisons de symptômes, les combinaisons de déficiences structurelles et fonctionnelles, et aussi rechercher les facteurs aggravants modifiants. Ce sont des facteurs qui vont limiter la rééducation. Si on ne prend pas en charge ces facteurs aggravants, on peut aller vers l'échec de la rééducation. En particulier, par exemple, la constipation peut être effectivement, si vous laissez pousser une patiente alors que vous essayez de la rééduquer pour un prolapsus, vous voyez bien tout de suite l'effet contradictoire de ce facteur. Et donc, ces recherches vont nous permettre de trouver des protocoles, des approches qui vont pouvoir éduquer et essayer d'apporter un changement comportemental, un changement de positionnement de la patiente, de ses pensées, pour pouvoir qu'elle puisse gérer en fait son prolapsus dans la vie de tous les jours, et peuvent d'ailleurs lui donner un effet éducatif à long terme pour qu'elle puisse
rester sensibilisé au long terme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette éducation thérapeutique qui peut amener à la thérapie cognitivo-comportementale? Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'éducation thérapeutique, on le fait tout le temps. Dès que l'on prend en charge une patiente en rééducation, on va être amené à lui expliquer ses troubles. Donc, on est déjà dans l'information. On porte une certaine information. Donc, on peut aller au-delà de cette information qui est simple, mais qui est importante. Mais il faut apporter des informations sur l'anatomie, la physiologie. On utilise souvent des représentations visuelles qui doivent être accompagnées d'explications verbales. La représentation souvent ne suffit pas. Il faut vraiment expliquer à la patiente et lui faire sentir sur elle, effectivement, le rapport par rapport à l'image. Et puis, on va analyser les comportements. Donc ça se fait effectivement sur des questionnaires, mais aussi en demandant à la patiente de tousser, de marcher, de courir, de sauter, pour effectivement d'analyser les comportements fonctionnels de votre patiente pour pouvoir modifier les comportements qui sont inadéquats. Et on le fait par la conscientisation de la patiente à cet effort qui n'est pas adapté. Puis on va l'enseigner pour qu'elle substitue à ce comportement inadéquat un nouveau comportement qui va permettre à ce qu'elle soit moins gênée dans sa vie de tous les jours. Donc aux différentes étapes d'apprentissage de la rééducation, on a ce rôle d'information et d'instruction verbale qui doit être précise et qui nous permet en fait vraiment d'apporter à la patiente non seulement une correction physique, mais aussi cognitive. Alors, l'impact de la rééducation éducative dans la bibliographie, les études qui ont été menées concernant la validation de cette prise en charge étaient menées souvent dans un cadre de rééducation. Donc, souvent, il y avait un biais puisque ces femmes avaient et l'information et la rééducation. Et donc, il était difficile parfois de séparer les deux. Dans une étude danoise de 2016, qui était une étude contrôlée randomisée, qu'ils avaient fait sur l'effet structuré justement d'une thérapie cognitivo-comportementale, qui était associée donc ou non à des séances d'entraînement musculaire. Ça concernait donc 109 femmes. Et donc il y avait 2 groupes. Et ces 2 groupes avaient 6 séances. Donc vous voyez que le temps de l'éducation est important. Alors, on n'avait pas la durée de ces séances, mais il y a quand même 6 séances qui ont été prises rien que pour cette information. Et donc la formation portait, comme ce qu'on vient de dire, donc c'était vraiment un programme bien structuré, l'anatomie, la physiologie urinaire, digestive et la genèse des prolapsus, sur la formation des facteurs de risque, donc sur poids de charge, constipation et effort de poussée, c'est ce qu'on retrouve classiquement. Ils avaient une information sur l'apprentissage de la gestion de l'augmentation de la pression intra-abdominale et puis l'éducation sur les comportements mictionnels et défécatoires grâce au calendrier mictionnel et des selles et puis les conseils sur la pratique physique. Le 2e groupe recevait cette même information et avait un programme d'entraînement à domicile. Au bout de 3 mois, en fait, il n'y a pas de différence significative dans ces 2 groupes, donc on peut se poser la question. Donc là, on voit bien que le fait de rajouter un entraînement particulier des muscles du plancher pelvien à domicile ne rajoute pas d'éléments supplémentaires d'amélioration du prolapsus, et même le score de qualité était largement amélioré dans le groupe éducation seule. Une autre étude avec 161 femmes qui a évalué en fait la connaissance à la santé pelvienne de ces femmes et des symptômes, alors avant la prise en charge, 24 heures après le début de cette prise en charge et à 2 mois. Donc là, il y avait 3 groupes. Les 2 premiers groupes recevaient en fait une session d'éducation de 60 minutes, donc 1 heure d'éducation. Avec tout les protocoles que l'on a vus sur l'étude avant, qui reprenaient beaucoup de ces éléments, et le groupe C, qui est un groupe contrôle, qui n'a pas reçu de session d'éducation.
À 2 mois, le groupe A recevait à nouveau en fait une session d'éducation. C'est un peu comme un groupe de rappel pour s'assurer qu'en fait les informations avaient été bien intégrées. Au résultat, les connaissances étaient nettement améliorées dans les 2 groupes qui avaient subi cette session, et ça on pouvait s'y attendre, avec une amélioration du score de qualité de vie. Par contre, la séance de rappel n'apportait pas plus d'éléments, plus d'améliorations. Alors, il y a peut-être un biais parce qu'en fait, cette session de rappel se faisait qu'à 2 mois. C'était peut-être déjà trop tôt par rapport à la session d'éducation. Je pense qu'il faut peut-être refaire ce genre d'études à 6 mois, voire à 1 an, pour voir si effectivement les informations sont bien intégrées. En tout cas, cette section à 2 mois n'a pas amené de meilleurs résultats. Et puis on a une étude française de notre collègue Véronique Blanchard, dans laquelle a travaillé aussi Anne-Cécile, qui ont évalué, et je pense que c'est un début de travail, je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin, qui a tenté d'évaluer l'intérêt de l'éducation, rééducation périnéale sur 40 femmes. Donc là, c'était adressé dans un cadre de cabinet sur tout type de symptômes de la sphère pelvienne. Donc il y avait des symptômes urinaires, de prolapsus et des troubles anorectaux. Il y avait 4 séances d'éducation sur la santé pelvienne, sans explication du travail des muscles du plancher pelvien. Donc là, on n'avait pas du tout d'impact sur le renforcement musculaire. Et tous les scores qui ont été utilisés étaient largement améliorés après les séances d'éducation seules. Mais là, alors, au niveau, effectivement, de ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a besoin de 4 séances d'éducation. Donc, est-ce que l'organisation va être sur des séances d'éducation sur des temps longs ou est-ce que ça va être répété? C'est aussi la recherche qui va nous le dire. Alors, sur les facteurs de risque, alors l'HAS et dans nos recherches bibliographiques, on a identifié un certain nombre de facteurs de risque et qui favorisent ou aggravent les prolapsus, et il est recommandé d'aider la patiente à mieux gérer ces facteurs. Alors, tous les professionnels de santé qui prennent en charge les femmes porteuses de prolapsus sont concernés par cette éducation thérapeutique. Mais vous allez le voir qu'en fait, lorsqu'on prend tous ces facteurs de risque, la séance peut être très longue et un peu compliquée. Donc, la première facteur de risque qui est mis en place, et on le dit souvent, c'est l'obésité ou le surpoids. C'est une prise en charge qui est parfois un petit peu difficile pour nous kinésithérapeutes parce qu'on va pas faire maigrir les patientes, ça va être compliqué, mais leur donner l'information est important. On a souvent, je ne sais pas vous, mais des fois un déni de ce surpoids, de cette obésité, et les patientes vous disent « mais attendez, moi je ne peux rien faire, j'essaie de maigrir, je n'y arrive pas, donc vous êtes rigolote avec votre perte de poids ». Il faut quand même donner cette information et leur dire que surtout l'obésité accélère la progression des prolapsus et que c'est un facteur de risque de récidive important après chirurgie. La prise en charge d'une constipation chronique, donc là je parle bien de constipation chronique, il y a un impact important du transit aussi et un lien avec le prolapsus. Donc les conseils d'hygiène classiques que l'on peut donner pour réguler ce transit est important. On peut réorienter la patiente effectivement chez un gastro-entérologue si ce transit est très altéré. Mais les conseils de bonne hygiène alimentaire avec l'introduction de fibres est importante et on doit les connaître. L'éducation thérapeutique en comportement mictionnel et défécatoire, donc là, effectivement, l'utilisation des calendriers est important. Ça nous permet de pouvoir analyser le comportement mictionnel et comment la patiente va uriner. Est-ce qu'elle pousse beaucoup pour uriner? Lorsque vous avez une patiente qui notifie qu'elle va uriner alors qu'elle n'a pas d'envie, de besoin, pour initialiser son mission, elle est bien obligée de pousser. Et donc, là aussi, analyser ce comportement, lui faire conscientiser qu'elle a été aux toilettes pour 20, 30, 50 millilitres et que normalement on ne sent pas l'envie d'uriner à ce moment-là et qu'il est important de pouvoir
se retenir et ne pas pousser pour pouvoir vider ce petit volume. Les ports de charge, l'éducation à la port de charge peut être longue à expliquer parce qu'il y a effectivement toute une explication de la posture et une explication du bon geste de la charge. Il y a peut-être aussi à revoir l'environnement du travail, donc peut-être s'orienter vers des professionnels qui font l'éducation à la manutention. Il y a des choses parfois simples où on peut demander effectivement de diviser l'importance du poids de cette charge. Il vaut mieux porter 2 paquets de chaque côté que de porter un gros paquet. Et puis effectivement expliquer la façon de pouvoir soulever correctement sans appuyer fortement sur le plancher pelvien avec un dos qui est toujours droit. Pas de gestes répétés en flexion et utiliser évidemment dans la mesure du possible les membres inférieurs, ce qui peut être aussi limitant en prise en charge de la patiente âgée. L'éducation thérapeutique de l'atout, on va en dire un petit mot après, et puis les conseils visant à limiter la sédentarité et favoriser l'activité physique. Alors on se pose toujours la question sur l'activité physique, est-ce qu'il y a un impact important de cette activité sur le plancher pelvien? Et en fait, dans les études, il a été démontré que la sédentarité avait aussi un impact. Il faut amener la patiente à bouger, à moins s'asseoir, et peut-être tout simplement lui conseiller de reprendre une activité modérée mais régulière, comme les recommandations de l'OMS, de 90 à 150 minutes par semaine d'activité. L'activité de la marche est vraiment celle qui est la plus appropriée, la plus facile à mettre en place. Non seulement c'est bon pour le périnée, mais c'est aussi bon pour la santé générale et toutes les maladies chroniques qui peuvent être associées effectivement au prolapsus. Et ça peut être aussi un retour à moins de sédentarité, à avoir une activité un peu plus tonique. Au niveau de l'activité physique, les patientes qui sont à risque, on doit les renseigner sur les activités physiques intenses à fort impact, leur demander de surveiller effectivement l'évolution de leur prolapsus, mais rien n'interdit l'activité physique à une patiente porteuse de prolapsus. Alors, l'atout chronique, c'est quelque chose qu'on rééduque souvent lorsqu'on prend en charge une patiente porteuse d'un prolapsus ou de problèmes d'incontinence, que ce soit urinaire ou fécal. La première chose à dire à une patiente, je ne sais pas vous, mais enfin, l'atout, à quoi ça sert? Ça sert pour expectorer, donc normalement à remonter l'air vers les voies aériennes supérieures et pas à le positionner sur son périnée. Et que lorsque vous demandez à une patiente de pousser, souvent ce comportement est altéré et on voit effectivement ce joli plancher ballonisé vers l'extérieur. Et donc lui démontrer que cette colonne d'air doit aller vers le haut, d'expectorer, on doit lui apprendre en fait à tousser correctement pour ne pas être délétère sur son périnée. En fait, il y a tout un processus, des phases d'apprentissage, et là encore, on est vraiment dans une éducation, une phase éducative pédagogique, pour pouvoir coordonner la fonction diaphragmatique, la fonction abdominale profonde et la fonction des muscles du plancher pelvien. Donc, l'apprentissage de la respiration diaphragmatique, l'apprentissage de l'activation tonique du transverse et des muscles du plancher pelvien, le passage au renforcement pour que ces muscles soient compétents, et puis après, les mettre en situation et appliquer cette éducation dans les schémas respiratoires fonctionnels, la toux, l'éternuement, le mouchage, et on peut même l'appliquer aussi à des activités d'impact comme la course ou le saut. La poussée défécatoire est aussi un facteur de risque important de genèse ou de progression du prolapsus. Lors de la poussée, la valeur de la pression intra-abdominale de pointe est inférieure à la pression que l'on peut avoir à la toux, mais la pression est plus soutenue. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on évalue
la qualité de ces muscles, de faire les deux tests, les tests à la toux, les tests à la poussée. On ne s'intéresse pas à la même structure. Et la pression est complètement différente. Cette pression, elle peut être très variable en fonction des patientes, en fonction de la qualité tissulaire qu'elle peut présenter. Le rôle important de la poussée défécatoire est sur cette problématique de pression qui est prolongée, qui est soutenue, qui va entraîner pendant longtemps les éléments vers l'extérieur. Et donc les conseils d'hygiène diététique sont importants. On va essayer de repositionner la patiente dans une hygiène défécatoire bien protocolée, en lui demandant effectivement de favoriser les défécations après les repas, puisqu'on a effectivement activé le transit, d'aller aux toilettes dès le ressenti du besoin. Le rectum n'est pas un réservoir comme la vessie. D'accord ? Dès que le rectum signale la nécessité de se soulager, il faut répondre à cette demande. Utiliser la bonne position de défécation. Donc c'est toujours assez compliqué. On sait comment elle est, cette position. Il y a des règles importantes. C'est toujours avoir le genou au-dessus des hanches et donc respecter en fait la hauteur du marchepied qui ne doit pas être trop ou trop bas, mais vraiment positionner vraiment le genou quand on est assis au-dessus de la hanche. L'initialisation de la défécation se fait par la poussée des abdominaux. Elle ne doit pas être prolongée. On doit juste pouvoir initier cette poussée de cette selle dans le canal anal et la poussée doit être suffisante pour pouvoir avoir une selle qui va se projeter dans ce canal et à la fin, le canal va remonter sur la selle pour qu'elle puisse descendre. C'est tout un processus mécanique qu'il faut apprendre à la patiente. Il est important de lui dire de ne pas rester plus de 10 minutes aussi sur les toilettes. Ce n'est pas la peine de pousser infiniment. Au contraire, on descend de plus en plus son plancher pelvien. Et de faire attention à la consistance de la selle. L'échelle de Bristol est là, ici, très importante. Et puis, parfois, ces conseils d'hygiéno-diététique ne suffisent pas. Et il faut entamer une vraie rééducation anorectale. Comme disait Sylvie ce matin, prendre en charge une patiente avec un prolapsus et ne pouvant pas faire de la rééducation anorectale, c'est un manque énorme. Je vous rappellerai que pour expulser une selle, il faut obtenir une augmentation de la pression rectale qui soit correcte. Donc, il faut s'assurer que cette pression soit suffisante. Donc, est-ce que la pression est présente ? Est-ce qu'elle est absente ? Est-ce que la pression elle est suffisante ou elle n'est pas suffisante ? En tout cas, il faut rééduquer la patiente sur cette augmentation de pression. Et elle doit se faire aussi sur une relaxation complète musculaire. Donc, est-ce qu'on a un relâchement qui est complet, absent ou incomplet lorsque la patiente ouvre effectivement son ongle anorectal. Donc cette rééducation peut se faire vraiment avec, là aussi, un biofeedback avec des sondes à double ballonnet qui permet d'objectiver et d'éduquer la patiente à la bonne progression de la selle dans son canal anal et de pouvoir bien déféquer. Le plus gros problématique que l'on rencontre, c'est les patientes qui ont en plus soit un périnée descendant ou descendu, où effectivement on n'a pas le contre-appui et on a l'impression que la selle s'en va dans quelque chose de mou et en fait on ne peut sortir la selle et souvent on est obligé d'utiliser quand même des contre-appuis digitales. Donc ces thérapies cognitivo-comportementales regroupent toutes les interventions thérapeutiques qui interviennent dans les processus cognitifs et comportementaux afin d'aider la patiente à gérer ses gènes. La rééducation est une éducation au préalable. Il y aurait intérêt d'études complémentaires avec un plus grand nombre de patientes sans le biais de la rééducation du plancher pelvien, mais ça, depuis un certain temps, on l'a bien compris, je pense qu'on va aller vers cela. Et il y a vraiment des résultats encourageants pour cette prise en charge éducative conservative des muscles des prolapsus. Je vous remercie.
Bonjour. Ouais. Oh, oui. Ok. Dans la rééducation globale, j'ai choisi de vous parler de la rééducation par contrôle postural et stabilisation lombo-pelvienne parce que c'est ce que nous dit la littérature quand on a essayé de rechercher un petit peu sur le cadre spécifique du prolapsus, qu'est-ce qu'on pouvait se mettre entre guillemets sous la dent pour montrer qu'il y avait d'autres techniques rééducatives intéressantes. Donc vous connaissez par cœur maintenant cette diapo-là, on vous l'a suffisamment mise. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les meilleurs chercheurs, entre guillemets, qui ont essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait en matière de rééducation du prolapsus, ont fait une méta-analyse et en gros ont montré que la rééducation des muscles du plancher pelvien avait des résultats que vous voyez ici, d'accord? Donc, pas d'aggravation du stade de prolapsus, Dieu merci, quand on fait de la rééducation des muscles du plancher pelvien. Une amélioration clinique, ok, et symptomatique, mais versus no treatment. C'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe qui fait autre chose en face. Donc c'est vrai que, enfin, si je donne une pilule à une personne et qu'en face je donne rien à une autre personne, on a de fortes chances déjà qu'on ait une différence. Donc finalement on se rend compte qu'on a un effet, oui, c'est certain, mais cet effet reste encore un petit peu modéré. Et puis on a une amélioration questionnaire de symptômes qui n'est pas significative dans la revue littérature sur les prolapsus. Donc on a encore des progrès à faire sur la manière dont on va rééduquer les muscles du plancher pelvien. Les meilleurs chercheurs dans le domaine, c'est-à-dire en fait l'équipe de Hagen finalement et l'équipe de Vigersma, pour l'instant sont les premiers à dire qu'effectivement la rééducation des muscles du plancher pelvien, elle est efficace, mais pour 50% des patientes. Donc il faut qu'on réfléchisse et vraiment qu'on intègre bien que les autres patients, eh ben, il manquait sans doute quelque chose, il y a quelque chose de mieux à faire, ou alors peut-être qu'ils ne dépendaient pas de la rééducation, c'est un autre problème, mais il y a sûrement une réflexion à avoir à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on vous parle d'éducation cognitivo-comportementale et de techniques complémentaires. Donc la littérature qu'on a utilisée pour les recommandations de l'HAS, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on avait 4 études qui proposaient finalement une rééducation différente, entre guillemets. Il y en a une qui venait de Turquie, il y en a une qui venait d'Iran, il y en a une qui venait d'Afrique du Sud, et il y en a une qui venait des USA. Vous voyez que ce n'est déjà pas des pays où on a l'habitude finalement de retrouver des retours d'études. On a les nombres de patientes qui sont là, et puis la petite étude qui est en bas à droite, celle de Walton, c'est juste une étude, entre guillemets, avec un seul groupe de patients, donc il n'y a pas de groupe complémentaire. La première étude, l'étude turque donc d'Ozengin, elle a comparé 2 groupes qui faisaient l'un de la stabilisation lombo-pelvienne versus un groupe qui faisait de la rééducation des muscles du plancher pelvien. Donc vraiment, les 2 groupes sont en opposition, et vous allez voir des choses très très intéressantes avec cette étude-là. L'étude numéro 2, c'est celle de Brandt, c'est une étude sud-africaine qui a été faite en partie au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Cette étude, elle a finalement comparé un groupe qui faisait de la stabilisation lombo-pelvienne avec des exercices quand même de rééducation des muscles du plancher pelvien versus un groupe qui ne faisait que de la rééducation des muscles du plancher pelvien. L'étude iranienne, elle a fait la même chose, et puis l'étude de Walton, c'est un seul groupe. Les populations, je passe, mais en gros, on avait des populations à peu près comparables dans toutes les études, entre le groupe contrôle et les groupes interventionnels, donc ça ne posait pas de problème. Les techniques proposées, pour la première étude turque, c'était purement de la stabilisation lombo-pelvienne. Pour l'étude de Brandt, qui est celle qui, moi, à ma préférence, c'était vraiment un contrôle moteur très très bien fait. Pour l'étude de Gorgi, c'était une étude par contrôle moteur essentiellement basée sur le bassin et non pas sur la région lombo-pelvienne, avec un contrôle moteur très précis de l'antérétroversion. Et puis pour l'approche de Walton, c'était plutôt des gainages, des techniques de core stability que vous connaissez et que vous pratiquez peut-être déjà dans vos cabinets. En gros, vous avez les processus pratiqués par les thérapeutes qui ont fait ces études-là. Donc échauffement, flexibilité, exercice de stabilisation lombo-pelvienne, et puis du contrôle neuromusculaire plus précis dans l'équipe de Brandt, la méthode de Hulme dans l'étude de Gorgi, et une session quand même d'éducation cognitivo-comportementale dans l'étude de Walton. À propos des études d'ailleurs de l'éducation cognitivo-comportementale, quand on reparle d'éducation par rééducation des muscles du plancher pelvien, on se rend compte que bien souvent il y a déjà ce biais aussi et qu'il y a toujours eu une éducation cognitivo-comportementale avant la rééducation des muscles du plancher pelvien. Bref, quels sont les résultats que je peux vous rapporter, puisqu'on n'a finalement pas beaucoup de temps, on va essayer de rester dans les limites. Si on prend l'étude de Walton, donc une population qui fait juste un petit peu d'exercice, donc de gainage de stabilisation lombo-pelvienne, on a une amélioration sur le questionnaire de prolapsus
cette amélioration n'est cependant pas significative. Si on prend l'étude de Gurgy, on se rend compte qu'on a une amélioration qui, elle, est largement significative sur le prolapsus, donc sur les symptômes du prolapsus. Et si on prend l'étude de Brandt, c'est celle qui montre la meilleure amélioration sur les symptômes de prolapsus dans le groupe qui a fait du contrôle moteur et de la stabilisation lombopelvienne. Là où ça devient très intéressant, c'est quand on prend l'étude de Zengin que je vous ai mis en dernier, parce qu'ils ont mesuré, et ça va sans doute intéresser Anne-Cécile, ils ont mesuré s'il s'agissait de prolapsus antérieur ou de prolapsus postérieur. Et en fait, vous voyez en opposition, donc dans la partie qui est en haut, à droite de ce tableau, vous avez les prolapsus qui sont plutôt antérieurs, qui répondent très favorablement et significativement à des techniques de stabilisation lombopelvienne et de contrôle moteur. Alors que les prolapsus postérieurs, eux, répondent plus significativement à des techniques classiques de réentraînement des muscles du plancher pelvien. On a donc peut-être là une piste intéressante, et c'est aussi ce que je continue de défendre, c'est-à-dire que dès qu'on a une implication, et surtout quand on a aussi une implication du système urinaire et un prolapsus qui est plus antérieur, il semblerait que les études de stabilisation lombopelvienne et de contrôle moteur sont sans doute là très intéressantes. Concernant la qualité de vie, eh bien, les études ont rapporté des résultats qui étaient à la limite de la significativité, où c'était seulement certains critères, certains paramètres des questionnaires de qualité de vie. Seule l'étude de Brandt est assez significative sur la qualité de vie. Par contre, quand on regarde bien les sous-items de qualité de vie, là où on retrouve le plus souvent des items significatifs, eh ben, c'est sur les limitations de fonction, les capacités physiques. Et là, c'est un des gros points forts des techniques de stabilisation lombopelvienne ou de contrôle moteur. C'est qu'au-delà du fait d'améliorer la fonction des muscles du plancher pelvien par les synergies, par les prosynergies, que maintenant vous avez bien compris dans les techniques telles que ça vous a été présenté avant, et bien en fait, on se rend compte qu'on a aussi une amélioration des capacités physiques, une amélioration des fonctions physiques des patientes, et donc on améliore quelque part, par exemple, le risque de chute. Donc finalement, en conclusion, les auteurs ont rapporté ces éléments-là. Il a été démontré que les deux méthodes de traitement réduisaient le stade de prolapsus, mais si vous avez bien compris ce que je vous ai dit pour l'étude de Zengin, on va finalement avoir un arbre décisionnel qui va être est-ce un prolapsus antérieur, est-ce un prolapsus postérieur, et c'est là qu'on voit que c'est très intéressant d'avoir finalement fait notre évaluation avec les valves, d'avoir bien vérifié qu'on a un prolapsus plutôt antérieur, plutôt postérieur, parce que là, on a une application concrète. J'ai un prolapsus postérieur, j'ai sûrement intérêt à commencer par faire effectivement un réentraînement des muscles du plancher pelvien, notamment la partie postérieure. J'ai un prolapsus antérieur, là je vais peut-être plus me poser des questions sur la synchronisation, sur les synergies, sur la qualité du contrôle moteur. Donc je vais essayer d'être plus pertinent sur mon apport en technique du contrôle sensorimoteur postural. Concernant l'étude de Brandt, la conclusion, c'est la comparaison de deux programmes d'intervention a donné des résultats en faveur du contrôle moteur, à la limite de la significativité, concernant les symptômes et la qualité de vie. Concernant l'étude de Gurgy, la rééducation par contrôle moteur conduit à une plus grande amélioration des symptômes liés au POP que la rééducation des muscles du plancher pelvien. Donc elle, en mettant en opposition les deux techniques, ces résultats sont qu'elle a plutôt un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, de meilleurs résultats avec des techniques de contrôle moteur et stabilisation lombopelvienne. C'est la seule étude qui dit ça. L'étude de Walton rapporte des effets positifs modérés sur le score du Pelvic Floor Distress Inventory. Voilà, on a des études qui sont d'une qualité méthodologique discutable, mais qui, quand un chercheur fait une étude, il y a quand même toujours une expérience clinique derrière, c'est jamais un hasard. Donc en gros, ce qu'on commence à voir et ce qui sera à utiliser pour ce qu'on espère un jour, les recommandations HS, des modalités de rééducation des muscles du plancher, enfin de rééducation, des prolapsus, ce sera effectivement, en cas d'échec des techniques cognitivo-comportementales, ces techniques n'ont pas d'effet indésirable, ok. Versus RMPP, il y a sans doute un point positif si on a affaire à des prolapsus antérieurs. Le combiné des deux techniques semble tout à fait pertinent, ok, et les données sont encore insuffisantes pour des recommandations définitives, donc on attend de prochains papiers, de prochaines publications, qui bien sûr vont être françaises, je l'espère. Y a-t-il des questions, des remarques ? S'il
n'y a pas de question, je fais une toute petite remarque. Aurélie vous a fait une très belle intervention sur les moments où il faut mettre les PCR. Et je lui faisais juste une petite remarque en plus. Vous pouvez penser à proposer à vos patientes de mettre un PCR dans les épisodes grippaux et dans les épisodes d'allergie. Voilà. Oui, on vous amène le micro. Alors, toujours dans la question des PCR, c'est moi. On fait comment pour coter? On fait comment pour traiter les problèmes trophiques en tant que kiné? Soit tu connais bien le médecin ou la sage-femme qui traite, ou le médecin généraliste, et tu demandes des oestrogènes locaux. Et sinon, bon, je vais faire de la pub, j'ai pas d'action, mais sinon, moi, je leur donne les produits Procare, c'est magique en général. En plus, ils sont juste derrière. Je vous promets que j'ai pas d'action, mais parce que c'est ceux qui marchent le mieux en fait sur mes patientes pour avoir tout essayé. J'ai une de mes collègues qui travaille, j'en ai deux qui travaillent au cabinet avec nous. Elles sont devenues assez adeptes aussi, leurs patientes aussi. Voilà. Et du coup, moi je trouve que ça marche très bien. L'acide hyaluronique fonctionne bien. En tout cas, moi c'est ce que je fais en dépannage en attendant qu'elles puissent avoir, parce que c'est clair que c'est une des causes d'échec de pose de PCR et de rééducation aussi. Quand la muqueuse elle est pas bonne, quand c'est douloureux, quand elles sont pas à l'aise. Donc c'est une des priorités, c'est vraiment de lutter contre la sécheresse et ça commence extrêmement jeune. Moi j'alerte beaucoup sur, moi je vois énormément de jeunes femmes avec des vulvodynies, avec des douleurs. Ça a commencé pour la plupart du temps par une sécheresse, par des gratouillis, par des irritations. Donc il y a un vrai travail de prévention à faire, et ça pour le coup c'est pas le nôtre, mais je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire. Donc moi je te dis acide hyaluronique. Alors après t'as comment ça s'appelle, Mucogine, t'en as d'autres qui sont sans ordonnance, voilà. Mais sinon je demande au médecin. D'accord. Et la première partie de ma question, c'était d'un point de vue nomenclatural, on a la compétence pour poser des PCR, mais on n'a pas d'acte coté à la nomenclature. C'est hors nomenclature. C'est la seule fois où tu peux leur demander un truc en plus sans qu'on t'attaque, sans que la sécu t'embête. Donc, non, mais c'est du hors nomenclature. Donc, tu as le droit de le faire en hors nomenclature. Tu peux le faire avec un devis, t'envoies la mutuelle, et tu vas voir que la mutuelle ou un DE, un DE, normalement, ça ne rentre pas dans le cadre du DE. C'est vraiment du hors nomenclature. Mais c'est un hors nomenclature qui, argumenté, va passer à la mutuelle et peut être pris en charge, puisque c'est un acte qui est dans les recommandations, mais qui n'est pas encore pris en charge, parce que finalement, on va dire, il y a un décalage entre les deux. Donc, c'est fonction de ta patiente, et puis, on le fait tous, ta patiente, si elle n'est pas remboursée, on le passe sur la rééducation, et puis voilà, on fait comme tout le monde. On bidouille, voilà, faut pas le dire. On n'est pas filmé, on n'est plus filmé là, rassure-moi, quand je dis on bidouille. Juste pour compléter ce que tu disais sur les crèmes, on en parlait avec Anne-Cécile, c'est que parfois les progestérones en fait apportent des démangeaisons, des brûlures à la patiente, surtout chez les personnes âgées. En fait, on a un effet vasculaire très important lorsqu'elle pose l'estrogène, et qu'il est parfois intéressant de commencer par l'acide hyaluronique. Donc, les ovules ne sont pas toujours bien adaptés avec les PCR. J'ai une question ici. Effectivement, ça peut brûler, mais ça reste quand même le traitement de référence dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Là, les recommandations qui sont sorties l'année dernière, ça reste quand même les œstrogènes sont les traitements les plus efficaces. Alors effectivement, il faut savoir peut-être alterner ou commencer par l'un et finir par l'autre. Mais dans une enquête qu'on avait publiée il n'y a pas très longtemps au niveau national, il y avait à peu près 50% des prescripteurs gynéco notamment qui prescrivaient une œstrogénothérapie systématique, et moi c'est mon cas. Dès que je mets un PCR, je prescris une œstrogénothérapie chez les femmes ménopausées. Il y a même des gynécos qui font 3 semaines, 1 mois d'œstrogènes locaux avant la mise en place du PCR. Oui, c'est même ce qui est recommandé. C'était pour rebondir avec Benoît, parce qu'on parlait des images et de comment on explique aux patientes. Et alors justement, moi sur les brûlures, quand on commence à mettre les œstrogènes, ce que je leur explique, c'est que c'est vasculaire et que c'est exactement comme quand elles vont dehors, qu'elles ont les doigts gelés, qu'elles reviennent au chaud et que le sang revient et que ça les brûle et que ça les pique. Et qu'en fait, plus ça va vasculariser, moins ça va le faire. Mais que si elles arrêtent et qu'elles le font que tous les 2-3 jours, le problème c'est qu'elles reviennent à chaque fois à l'état initial, et du coup à chaque fois ça rebrûle beaucoup. Et j'aime bien cette image parce qu'on l'a tous ressenti au moins une fois ça, et on sait très bien qu'on n'a pas de problème et qu'on n'est pas malade. Il y avait une jeune femme.
Encore une fois, c'est un problème d'éducation, d'information et d'accompagnement. Vous avez parlé des cups. Vous conseillez à vos patientes de ne pas mettre le PCR et la cup? Alors, ça dépend du type de PCR. Sur un anneau, un dish, c'est peut-être un peu plus compliqué que le bouton. Ça dépend, faut voir. Ça dépend de la taille du vagin de la patiente. Ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, sur anneau et dish à mettre une cup. Voilà. Ni les anneaux contraceptifs, voilà. À partir du moment où on peut avoir des rapports avec, ça veut dire qu'on peut mettre un tampon, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on fait d'habitude. Juste, on fait attention au fil de stérilet, mais ça c'est plutôt avec les cubes, vous le savez. Hein, voilà. Moi j'ai encore une question sur le PCR. Les femmes jeunes, vous leur conseillez de les enlever de les nettoyer tous les coins, à quel rythme? Ça dépend de ce qu'elle pose. Si on pose un cube, on le met le matin, on l'enlève le soir, ou elles le mettent quand elles font une activité. Par contre, si elles le portent en continu, si c'est un PCR qui a vocation à être porté en continu, si c'est un anneau ou un dish, on leur conseille en général de l'enlever une fois par semaine, de le passer à l'eau et de le remettre. Mais quand c'est des femmes qui sont pas autonomes, on va pas les voir toutes les semaines. Hein. En général, c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. Les recommandations sont jusqu'à 3 mois, hein, si je me rappelle bien, ce qu'on avait dit dans la chaise. 3 à 6 mois. C'est ça, hein, Anne-Cécile? Oui, 4 à 6 mois. Il faut dire aux patientes, finalement, c'est quelque chose, il faut qu'elles soient autonomes déjà d'une, donc dish, anneau ou cube, il faut qu'elles soient autonomes le plus possible. C'est pas parce qu'on a un PCR potentiellement à porter sur la durée, on peut l'enlever si on a envie, on n'est pas obligé de le garder les 6 mois ou les 4 mois d'affilée. Il faut qu'elles soient autonomes sur l'utilisation du PCR, et elles peuvent, quand on leur dit qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur PCR, un jour elles veulent pas mettre, un jour elles veulent le mettre, etc. Finalement, c'est ça, c'est l'utilisation à la demande qui fait que les dames vont garder au long cours leur PCR. Et effectivement, je fais ma rando, je fais mon activité sportive, je vais à la piscine, je mets mon PCR et je le mets pas le reste du temps. Dernière petite chose, on réfléchissait à ça, à la possibilité d'avoir une petite carte ou un petit truc qu'on met effectivement dans son portefeuille pour dire que potentiellement on est porteur d'un PCR, parce qu'il y a une chose auquel on ne fait pas attention, c'est que parfois les patientes un peu âgées qui sont autonomes avec, mais qui peuvent être amenées à faire des chutes, à être opérées du col du fémur et tout, et ben c'est pas le premier truc auquel elles pensent de dire aux médecins qu'elles ont un PCR en fait. C'est con, hein, mais du coup il y a des risques d'infection. Enfin voilà, il peut y avoir des trucs derrière. Et c'est vrai que des fois, c'est peut-être pas mal d'avoir quand même un endroit, surtout chez les patientes un peu âgées. Alors quand elles sont pas autonomes, bien sûr, il faut prévenir l'entourage. Mais même quand elles sont autonomes, c'est peut-être pas mal quand même qu'il y ait un endroit où ça soit signalé. Des fois on sait jamais. Il faut que le praticien sache ce que c'est un PCR, parce qu'il y a plein de médecins qui savent pas ce que c'est. J'ai déjà demandé une IRM pour descente d'organes pour évaluer le prolapsus, et ils ont fait l'IRM avec le PCR. Comment je vois si ça descend, s'il y a un PCR qui est resté à l'intérieur? Enfin, le mec, il n'a même pas compris. Je reviens sur l'ostrogénothérapie locale dans le cadre de la mise de PCR. Vous faites quel protocole, combien de fois par semaine? Alors moi, une fois que c'est mis en place, après c'est chacun. Hein. Moi, je fais 1 à 2 fois par semaine, et Odile Cotel le fait qu'1 fois par semaine. Donc ça reste. Il faut rassurer les dames aussi par rapport au risque sur le cancer du sein et tout ça. Hein. Et même dans certaines situations, hein, quand la balance bénéfice-risque, on est à distance d'un cancer du sein, on peut proposer une oestrogénothérapie locale. Alors évidemment, c'est nous qui déciderons si on le fait ou pas. Mais moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Ça faisait, je sais pas, moi, 10 ans qu'elle avait eu son cancer du sein. Elle avait une atrophie vulvovaginale importante. On voulait tester le PCR. On a mis des oestrogènes en place 1 à 2 fois par semaine en général. C'est suffisant. Et avant la mise du PCR, vous en mettez? Moi non. Je mets le PCR, je les revois très vite, en général à 1 semaine, 15 jours, pour voir comment ça va. Et à partir du moment où elles me disent, on sait très vite si ça va aller ou si ça va pas aller en réalité. Et à partir du moment où elles disent c'est bon, je vais l'utiliser au long cours, je suis satisfaite, à ce moment-là, je prescris l'ostrogénothérapie. D'accord. Il y en a qui font aussi des protocoles d'ovules de bétadine. Alors c'est pas nécessaire hein, pour la plupart des patientes. Après, chez des femmes qui ont des pertes, il y en a des femmes qui ont des pertes vaginales un petit peu. Ça modifie la flore vaginale hein, quand même hein, globalement dans les études. Ça augmente les sécrétions, mais ça modifie la flore vaginale, et du coup certaines femmes qu'on voit tous les 4 à 6 mois, qui sont un petit peu âgées, on retire le PCR, ça a des odeurs, c'est pas très agréable, c'est un peu jaune, épais.
À ce moment-là, on peut prescrire des ovules de Flagyl, par exemple, des ovules de Polyginac, des trucs un peu ou de la bétadine, des trucs un petit peu antiseptiques. Alors, c'est des trucs, c'est de la cuisine, ce qu'on fait, une fois par semaine, ou une à 2 fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, c'est un peu n'importe quoi. On fait un peu comme on peut parce qu'on ne sait pas, en fait, et on teste, en fait, avec la patiente. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'utilise le Polyginax régulièrement. Une fois par mois, vous me faites une cure de 5 à 7 jours de Polyginax. Il y en a à qui ça convient, il y en a à qui ça convient pas. On essaye, quoi. D'accord. Et j'ai une dernière question. Pour les dames qui ont des PCR anovaginales au long cours, parfois on a des irritations du fond vaginal dans le cul-de-sac qui leur créent des petits saignements. Alors, c'est des érosions. Des érosions vaginales, c'est quand même relativement fréquent chez la femme. C'est ça, on peut baisser la taille du PCR éventuellement. Sinon, on peut traiter PCR en place. Si c'est marqué d'ailleurs dans les recommandations, on peut traiter une érosion vaginale par une oestrogénothérapie avec PCR en place. Si c'est pas un gros truc. C'est normal, il y a un point de frottement, c'est ça, et c'est dans le fond vaginal. Tout au fond, c'est pas évident. Comment ? Pour aller traiter tout au fond. Des ovules d'œstrogène local. D'accord. Ok. Merci. Merci pour l'expérience clinique. Pas d'autres questions ? Martine, je te laisse finir. Donc, merci de votre présence. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail encore pour la prise en charge de ces prolapsus et que les études sont nécessaires. Cet après-midi, nouvel thème de session. On aura un symposium sur l'endométriose. Et puis après, on aura des présentations de mémoires d'étudiants et on attend ça avec impatience parce qu'on aime bien que les jeunes arrivent et qu'ils nous expliquent leurs recherches. Voilà, bon appétit à tous.